Avec James, ça n'a pas été facile. C'était gros, ça. C'était grand. Tout était trop grand. Les espaces étaient trop grands. Une image de la démesure. Quand je suis monté la première fois, la route n'était pas encore faite. Ils sont venus nous chercher en hélicoptère à Matagami. Guillaume m'en revenait pas. C'était vaste. Des lacs, des forêts, des rivières. On s'en allait au bout du monde. Quand on nous a envoyés là-bas, il n'y avait rien de prêt. Faut comprendre que la baie James, c'est un projet qui a démarré tout croche. On savait qu'on était pas prêt. On aurait dû prendre le temps de faire une bonne route, établir un bon système de communication. Mais, qu'est-ce que tu veux? Bourassa était pressé. La chicane était pognée entre Hydro-Québec puis la SEBJ. Au plus fort, la poche. C'est la politique. Fait qu'il a fallu construire une route entre Matagami puis LG2. Il n'y avait rien qu'une façon de faire ça. Profiter de l'hiver pour faire monter de l'équipement. Ils ont fait des ponts de glace sur les rivières. Chaque contracteur en profitait pour éparpiller de la machinerie un peu partout. Tant que c'était gelé, il n'y avait pas de problème. Ça passait. Ben, Antoine, quand t'es arrivé à l'automne 1973, les campements permanents se construisaient, la route s'en venait. Dans ces conditions-là, c'est sûr, quand on a su que le juge Malouf avait accordé une injonction au CRI pour arrêter tous les travaux, sur le coup, on a été surpris. Mais après, on a éclaté de rire parce qu'on le croyait pas. Il y a des cris qui arrêtent les travaux de la baie James. Ces gars-là, ils vivent sur un territoire 2 fois grand comme la vallée du Saint-Laurent, puis ils sont combien? 6, 7, 8 000. Un territoire 2 fois grand comme... Deux fois l'Angleterre. En fait, les troubles ont commencé avec l'injonction de Malouf. Nous autres, on pouvait pas arrêter. Si on arrêtait, on était obligé de repousser le projet d'1 an. Fait que, en bas, ils leur ont réglé leur compte, puis les travaux sont partis. Tu sais, en 73, c'était dur de trouver des hommes compétents qui acceptaient de monter à Baie James. Dans ce temps-là, il y en avait du travail dans la province. Les gars, ils aimaient bien mieux rester à Montréal puis rester proche de leur famille. Ils leur tentaient pas, eux autres, d'aller vivre dans des petites tentes sur le bord de la Grande Rivière. Pas de famille, pas de téléphone, pas de radio, pas de journaux, pas de télévision, rien, là. À LG2, on était coupés de tout. Pendant qu'Emilien se débattait, nous autres, on commençait à excaver la galerie de dérivation. C'était pas rien. Dériver un des plus grands fleuves au monde. L'affaire Malouf, ça avait réveillé les démons. Avant, on nous laissait faire notre job tranquille. Mais là, on a commencé à nous tomber sous le dos. Les journalistes ont commencé à s'intéresser à nous autres. Puis là, ils ont tout mélangé. Les Indiens, l'environnement, les coûts, les échéanciers, les conditions de travail, la politique. Mais le coup le plus dur, ça a été quand la FTQ a voulu prendre le contrôle du chantier. Là, ça a brassé, Antoine. On avait la FTQ sur le dos. On n'arrivait même plus à gérer les conventions collectives. Puis en plus, ils voulaient sortir la CSN du chantier. Tout ça parce que le gouvernement avait décidé d'acheter la paix sur les gros chantiers comme à Expo 67 puis au Stade olympique. Qu'est-ce qui s'est passé avec la FTQ? Les gros bras de la FTQ se promenaient sur le chantier, puis ils faisaient la pluie puis le beau temps. Mais ça, il n'en était pas question. On a appelé à Montréal puis on leur a dit de régler leurs problèmes. On avait beau leur dire que sur le chantier, la tension montait. L'autre en bas, ils n'avaient pas l'air de comprendre que ça pressait. Puis un beau jour, la marde a poigné. Vous voulez dire le saccage? C'est ça. C'était en mars 74. Les gars du local 791 ont commencé à poser plein de conditions. Fait que nous autres, quand on a vu ça, on a décidé de fermer le chantier. Mais quand les gars ont compris qu'on était sérieux, ils ont mal réagi. Il y en a un qui s'est énervé. Il a pris un bélier mécanique, il a renversé les génératrices, il a brisé des conduites d'eau, percé un gros réservoir, le feu a pogné. En tout cas,
Le gros des travaux était même pas encore commencé. On n'avait pas fini de creuser la galerie de dérivation. On était en retard. Et là, il fallait arrêter. En retard ou pas, tout le monde à l'aéroport, on vide la place. Les avions n'arrêtaient pas, un après l'autre, envoyés en bas. Moi, ça m'a donné une chance de venir passer quelque temps chez nous avec Evelyne. Le saccage, ça nous a fait un tort incroyable. Pas juste les dégâts matériels. Les journaux ont un effet démoralisant sur les hommes. Les gars avaient peur de monter travailler à Bay James. Ce que Millien oublie de te dire, par exemple, c'est que le saccage, ça a permis de régler le compte au syndicat. Ah oui, mais, voyons, il fallait avoir des garanties pour administrer le chantier de G2. Nous autres, on voulait plus de menaces de grève ni d'émeutes. Pour avoir accès au chantier, ça prenait une carte d'identité. Chaque carte avait une couleur. Chaque couleur donnait un accès limité à un site du chantier. Pas de mouvement entre les chantiers, c'était interdit. En plus de ça, la Sûreté du Québec s'occuperait du territoire. Juste avant le saccage, la SEPJ avait commencé la construction de Radisson. Un village pour les boss, ça. Oui, il y a de nouveau là-dedans. C'était pareil à Bercy-Miss. À Manic-5, on avait le village du Lac-Louise. Si on n'avait pas fait ça, les chefs de service, les gérants de projet seraient jamais montés. Ils voulaient vivre avec leur famille. Toi, tu chiales, mais tu étais bien content d'avoir une maison à Radisson, par exemple? C'était pas pour moi, c'était pour Evelyne. Je suis monté à Beijing, mais j'ai pas travaillé. Je veux dire, pour le vrai, là. Et on n'arrêtait pas. Il y avait toujours du nouveau monde qui arrivait. Fait qu'il fallait bien s'occuper d'eux autres. Les familles arrivaient à Radisson. Nous autres, on les aidait à s'installer dans les roulottes. Puis des belles roulottes. Bien mieux qu'à Manic. On avait une école, une piscine intérieure, un gymnase, un grand magasin, puis une salle de spectacle. Ouais, ça, c'était pour les familles des boss. Les pauvres ouvriers, eux autres, ils vivaient au campement. Les pauvres ouvriers. Voyons, non. Les gars étaient bien installés. 2 par chambre, 2 grandes tavernes, un centre récréatif. Les hommes pouvaient se faire inviter par les femmes au club féminin, la discothèque. Mais voyons donc, si les gars avaient pas d'invitation, ils pouvaient pas entrer. Qu'est-ce qui arrivait avec les couples, ceux qui étaient mariés? Ceux qui vivaient à Radisson, ils vivaient ensemble. Les autres au campement vivaient séparément. Ils n'avaient pas le droit de se voir en dehors de la cafétéria. T'en rappelles-tu le jeune couple, des nouveaux mariés? Ils se sont fait pogner à coucher ensemble. Dehors, l'oiseau bleu. Il n'était pas question de perdre le contrôle. Le contrôle. À vous, Émilien, que vous avez charrié un peu. C'est quoi, l'oiseau bleu? Mais c'était prendre l'avion. Si tu prenais l'oiseau bleu, tu pouvais plus revenir. À vie. Les gars avaient pas le choix. Il fallait qu'ils se tiennent tranquilles. Ça finissait là. Le petit maudit Guillaume. Hein? Il est venu proche de se faire pogner. Je savais pas ça, moi. Un vrai beau lieu. Te rappelles-tu, Émilien, comment Guillaume avait les yeux grands quand ils ont fermé la rivière? Détourner la grande. Ensuite de ça, on s'est attaqué à la cathédrale. À LG2, à Centrale, le LG2. Là, c'était gros. Mais, pas trop gros pour nous autres, faut croire. Puis là, Guillaume, il a passé son examen de bout de feu, puis il a commencé à travailler avec Antoine. À LG2, la centrale est souterraine, comme à Bercy-Miss. Une caverne creusée dans la montagne. Tout un trou. La longueur de la centrale faisait... 483 mètres. C'est ça. La longueur de 5 terrains de football. Et tout le roc qui sortait de là, on s'en servait pour construire le barrage. On pourrait ajouter une couche de 23 pieds d'épais sur la transcanadienne entre Montréal et Québec. Pas pour rien que les ingénieurs s'arrachaient les cheveux. Ils savaient même plus où construire le barrage. Ça s'astinait entre Hydro-Québec et la SEBJ. Même qu'ils voulaient faire l'évacuateur de crue à 3000 du barrage. On a décidé de sculpter la montagne.
tous les travaux, je pense que c'est celui-là qui m'a le plus impressionné. Des marches de géants. Ouais, c'était peut-être impressionnant, mais t'as pas ça qui était le plus dur. Non, mais... Faut pas me dire que t'es pas fier, hein? C'était spectaculaire. On a dynamité, quoi, une douzaine de marches. Il fallait que ce canal-là, l'évacuateur de crue, il soit capable d'un débit égal à la somme du débit de tous les plus grands fleuves d'Europe. On avait beau avoir mis de l'ordre sur le chantier, nos problèmes n'étaient pas tout réglés. Les relations entre Hydro-Québec et la SEBJ, c'était pas drôle. Le temps qui s'estime, on prenait du retard sur les échéanciers. Ça, les politiciens n'aimaient pas ça. Mais les gars ont tenu le coup. Oui, mais il est pas toujours là-dedans comme un poisson. Il est bien, lui, dans ça. Moi, je suis pas capable. SEBJ, SDBJ, Hydro-Québec, gouvernement, syndicat, écologistes. Les sauvages, les Indiens. Les Amérindiens. C'était quoi le problème avec les cris? On veut pas en parler. Ça m'enrage. T'as pas de maudit bon sens qu'ils les ont donné. Maudit affaires politiques. Ils pouvaient pas faire autrement, Evelyne. Ils ont acheté la paix. Ils l'ont payé cher en maudit. Ils n'ont pas payé si cher que ça. Le monde pense que les cris sont millionnaires. Ils sont pas pauvres. Pourquoi les Québécois ont été obligés de payer? Si on ouvre une mine en Gaspésie, on est toujours bien pas pour faire un chèque à tous les Gaspésiens qui... On a inondé leurs terres, Antoine. C'était bien le moins. Ces gens-là, ils vivent pas, ils pensent pas comme nous autres. Il faut respecter ça. Moi, de la manière dont je vois ça, c'est qu'on leur a donné les moyens d'être autonomes. Pas rien. Quand les cris, avec leur jeune chef, Billy Diamond, puis O'Reilly, l'avocat qui est conseiller, ils ont commencé à se rendre compte qu'il y aurait de la misère à gagner en cours, ils ont voulu négocier. Ils ont consulté tous les Indiens dans les petits villages sur le bord de la baie James pour leur expliquer les répercussions des travaux puis les offres du gouvernement. Mais ça avançait pas vite. Quand Bourassa a vu ça, il a court-circuité les négociations en rendant public une partie des offres faites au CRI. À Québec, il était pressé de régler parce que pendant tout ce temps-là, malgré tous les milliards investis, on n'était pas sûr que le projet se terminerait. Quand tu travaillais à Baie James, c'était pas facile de t'imaginer que ces travaux-là pourraient s'arrêter. Le gouvernement a négocié une entente de principe, puis finalement, en 1975, Bourassa a signé la convention de la baie James. Là, on était sûr de pouvoir finir les travaux. Les cris, moi, je les respecte. Il faut respecter la différence. C'est comme les écologistes, par exemple. Parle-moi ça des écologistes, toi. Les écologistes, au début, ils ont-tu pris ça dur? Tout le monde lui disait, ben oui, ça a bien du bon sens, mais là, on n'a pas le temps. Là, les gars, ils passent avec le bulldozer. Je me rappelle pas de ça, moi. Ouais, tu t'es pas vu, moi. Les écologistes, ils pensent qu'on peut construire un barrage en faisant le tour des petites fleurs pour pas les écraser. Si un poisson veut remonter à la rivière, ils sont prêts à arrêter le chantier au complet. Ils veulent le regarder passer. Je te dis que c'est démoralisant quand tu travailles fort puis qu'en bas, il y en a qui disent des affaires comme des forêts entières vont être noyées. De l'épinote noire, ils voient rien. La baie James est un projet parfaitement inutile, le plus gros éléphant blanc au monde, parce que l'énergie nucléaire va remplacer l'énergie hydroélectrique. Quand le gouvernement a commencé à faire de l'ingérence, là, on avait juste le goût de donner notre démission. On était pris à deux feux, tu comprends?
Je te donne un exemple. D'un bord, à cause de l'environnement, on nous obligeait à modifier nos plans. Ça coûtait plus cher. Les échéanciers, ça tenait plus, là. De l'autre bord, on nous disait, ça coûte trop cher. Et en plus, ça prend trop de temps. Et plus que ça, il y avait toujours quelqu'un pour se lever et nous accuser de... Comment il disait, là, le génocide culturel. On allait déporter des milliers de personnes. Mais finalement, il y a juste eu les cris de Fort Georges qui ont dû aller s'installer à Chisasibi, un village construit spécialement pour eux autres. Bon, c'est certain qu'on a bousculé un peu. Mais va pas à Chisasibi dire aux cris qu'on ferme la route et qu'on revient en arrière. Pas sûr, moi, que tu vas être bien reçu. T'aurais dû voir ça quand ils ont commencé à monter les groupes dans la centrale de l'G2. Ça dépasse l'imagination. Comment je te dirais ça? Une œuvre exceptionnelle. C'était pas de la petite ouvrage. Tout le monde était fasciné. C'était pas croyable de voir de si grosses pièces d'équipement assemblées avec autant de précision. Un jour, les jeunes vont se rendre compte de ce qu'on a fait, nous autres, les vieux. On a essayé par tous les moyens de nous empêcher de travailler. Des bâtons dans les roues, là. En veux-tu, en là. Mais on l'a fait pareil. Deux têtes de cochon, hein? Qui ont fini par faire de la maudite bel ouvrage. Ouais. Pour ça, c'est un bel ouvrage. Oui, monsieur. La vraie belle ouvrage. T'as-tu ce qu'il te faut, là? T'as-tu besoin d'autre chose? Parce que... tu sais, on avait une job à faire, on l'a fait. Certainement pas épichiolu, il en aurait fait autant. On a passé une grande partie de notre vie ces chantiers, puis si c'était à recommencer, on en ferait autant. Ouais. Moi, en tout cas, je suis fier de ce qu'on a fait. Bon, OK, on n'a pas toujours été correct, mais on a fait de notre mieux. Puis j'espère qu'un jour, les jeunes vont se rendre compte de ce qu'on a fait pour la génération à venir. Nous autres, on t'a des bâtisseurs. Ouais. Des bâtisseurs d'eau.